D'abord, bonjour à tout le monde, Bonjour Janine. bonjour à vous. Premièrement, petit réglage obligatoire, si vous voulez bien, coupez vos micros. Je ne peux pas le faire d'ici parce que la personne qui devait me le montrer a un problème d'ordinateur. Donc, c'est à vous de couper vos micros pour qu'on n'ait pas des bruits parasites. Voilà, moi j'ai coupé, je crois. Voilà. Jaco, d'abord, je te salue. Très, très contente. Je te rends le salut. Très contente de te recevoir virtuellement, mais de te recevoir quand même. C'est que vous parliez les uns et les autres de façon distinctive. Je suis un peu sourd d'oreille. Bon, on va parler très fort. Très bien. D'accord. Donc, nous sommes ravis de te recevoir pour t'entendre parler de ton livre, du livre que tu as, qui vient de sortir en fait au mois d'avril de cette année 2020 et qui s'appelle donc Israël sur sa terre, ce qu'en disent les Palestiniens. Rapidement, 2-3 mots qui seront inutiles, je pense, pour la plupart d'entre vous, puisque tout le monde, à Strasbourg en particulier, connaît Jaco. Jaco qui est rabbin, qui a été aumônier de la jeunesse, dans notre jeunesse, dans ma jeunesse, qui a été aussi le brillant rédacteur en chef longtemps, pendant des dizaines d'années, de Tribune Juive, et qui a, et ce n'est pas le moindre de ses titres, contribué à la traduction du Talmud de Steinsaltz, parmi d'autres personnes, mais il est un de ses contributeurs. Je ne m'attarde pas plus longtemps sur sa biographie. Je rappelle quelques-uns des titres de livres qu'il a publiés, 3 romans, Orthodox Street, L'homme à la botta et La tentation du rabbin fixe, qui sont tous marqués, comme d'ailleurs le livre dont nous allons parler tout à l'heure, par un certain humour assez décapant et assez plaisant. Il a publié également des essais, Ils sont fous ces juifs, je crois que c'était le premier qui était sorti, un que j'ai lu avec délice qui est Shalom Jésus, lettre d'un rabbin d'aujourd'hui au rabbi de Nazareth, et également récemment le livre du Seder. Alors, Israël sur sa terre, ce qu'en disent les Palestiniens. Comme je l'ai dit, il est sorti en avril 2020. Et comme le dit très clairement et très explicitement son titre, c'est un livre qu'on pourrait résumer par 2 objectifs. Premièrement, replacer les faits, les événements de la réinstallation d'Israël sur sa terre, mais pas seulement de sa réinstallation, de la permanence d'Israël, du peuple d'Israël sur sa terre, et d'autre part, reprendre et surtout décrypter le discours des Palestiniens et le discours des Arabes en général sur la terre d'Israël et sur le peuple d'Israël et sur la correspondance et la coïncidence entre les deux. Je ne vais pas longtemps parler, je voudrais juste dire d'entrée de jeu relever quelques points. D'abord, dire que ce livre est un livre rempli d'érudition qui contient une foule de renseignements, une foule d'indications datées, référencées sur des événements qui ne sont pas toujours connus, en tout cas pas suffisamment connus, qui sont parfois, même du milieu juif, je veux dire, et qui dans les milieux médiatiques, dans les milieux politiques, sont très souvent partiellement ignorés ou complètement occultés. Donc, un livre rempli d'érudition, avec un tableau historique vaste et ambitieux qui reprend à grands traits toute l'histoire d'Israël et de la terre d'Israël depuis les origines et à travers les textes. Je voudrais aussi dire que c'est un plaidoyer, et c'est un des côtés que j'ai beaucoup apprécié dans ce livre, un plaidoyer
sans ambiguïté, mais calme et nuancé, pas du tout dans le ton d'une propagande effrénée ou d'une propagande passionnée, un plaidoyer calme et nuancé qui reconnaît clairement que toute cette histoire a été une histoire douloureuse pour les Juifs, bien sûr, mais aussi pour les Palestiniens, mais qui, dit-il, tout cela doit être replacé dans un contexte. Alors, le livre contient, enfin, je n'ai pas d'habitude, je m'attarde un petit peu sur la structure du livre. Il y a ici 17 chapitres à peu près qui reprennent alors des groupes de chapitres dont les premiers chapitres pourraient être intitulés d'un mot que donne Jaco lui-même, le cadastre. C'est un inventaire des textes bibliques, mais également des textes littéraires qui, à travers la littérature européenne, témoignent de la présence, de la permanence de la présence juive sur la terre d'Israël. Donc le cadastre. Ensuite, on a un chapitre sur lequel je m'attarderai, ou je donnerai à Jaco de s'attarder, qui concerne ce qu'il appelle le narratif palestinien. Le narratif palestinien, en d'autres termes, l'histoire telle qu'elle est racontée, telle qu'elle est peut-être sans doute vécue par les Palestiniens. Et ce narratif palestinien, nous allons, comme je l'ai dit, Jaco, je vais lui demander de s'attarder dessus. Ensuite, nous avons toute une série de chapitres qui reprennent les faits. La guerre, la Nakba, l'immigration à travers l'histoire, et ça aussi c'est quelque chose qui souvent est ignoré. L'immigration n'a pas commencé à la fin du 19e siècle, et encore moins avec les conséquences de la Shoah. C'est quelque chose qui a été consubstantiel de toute l'histoire d'Israël. On termine sur deux chapitres qui interrogent aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et qu'est-ce qu'on peut surtout faire? Comment peut-on sortir des impasses et des auto-enfermements d'aujourd'hui? Alors, Jaco, c'est à toi de prendre la parole, à toi de présenter ton livre. Et je voudrais que tu commences peut-être pour une toute petite présentation sur ce que j'appellerais la terre au cœur, la terre d'Israël, au cœur des Juifs à travers l'histoire depuis toujours. Si tu voulais nous faire en 2-3 minutes un petit topo là-dessus, la terre au cœur. La terre au cœur. À la terre au cœur. Au cœur, la terre au cœur des Juifs. Au cœur des Juifs. Oui. Bon, cette terre, elle est toujours présente, n'est-ce pas? Et dans le livre, je n'ai pas beaucoup parlé. Ou peut-être ai-je beaucoup parlé, je ne sais pas. Du retour, tu as parlé du retour, de la permanence. J'ai parlé du retour. Mais je veux dire, j'ai tué pratiquement tout ce qui concerne ce que nous savons, nous, parce que ce que je dis dans ce livre, c'est que les autres savaient. Tout le monde savait, tout le monde sait. On n'a pas voulu savoir, mais tout ce qui concerne la partie interne, bon, je fais peut-être juste une mention du Mizrach qu'on mettait sur le mur, mais je ne reproche pas aux Palestiniens de ne pas savoir qu'à la fin du repas, nous disons au bonnet Yerushalayim. Ça, je ne le dis pas. Tout ce qui concerne l'ensemble des prescriptions religieuses internes au judaïsme, pratiquement je le tais. Ce que je veux par contre rendre bien clair, c'est que Israël au cœur des Juifs, ça c'était connu de tout le monde. La fameuse petite phrase « l'an prochain à Jérusalem », ou bien la phrase « Al-Naharot Bavel, Sham Yashavnu Kambachinu », là-bas en terre de Babylonie, nous avions suspendu nos lyres, et nous ne pouvions pas chanter les chants de Sion. Tout le monde connaissait ces textes. Alors, on n'a pas voulu en tenir compte. On n'a pas voulu tenir compte du fait que les Juifs ne cessaient de proclamer « nous retournerons sur cette terre ».
Alors c'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible qui était quand même le livre de référence en Occident pendant des siècles et des siècles. Aujourd'hui, la Bible n'est plus ce qu'elle était. Hein. Et c'est pour ça que je me suis amusé un petit peu avec les manuscrits du désert de Juda. Parce que les manuscrits du désert de Judée, au point de vue cadastre, c'est formidable. Vous avez tous les textes des prophètes qui disent, premièrement, qu'ils habitaient à tel endroit, que les Juifs se trouvaient là et que les Juifs reviendront là. Donc tout cela était connu de tout le monde. Et le serment que faisaient les Juifs, ils retourneraient sur cette terre, ce serment, il a été occulté. Il a été occulté, on n'a pas voulu l'entendre. Et d'abord parce que l'Église ne voulait pas l'entendre parler. Puisque Israël, c'est-à-dire l'Israël que nous sommes, nous, et pas l'Israël qu'ils prétendent être eux, eh bien cet Israël que nous sommes, eh bien ils l'ont eux aussi occulté. Cet Israël était destiné à disparaître. Le retour d'Israël, le retour des Juifs sur la terre d'Israël, c'est un phénomène absolument extraordinaire. Il n'y a pas d'équivalence là dans le monde entier. Et lorsqu'on pense à l'histoire d'Israël telle qu'elle s'est déroulée, et qu'à ce moment-là, nous avons dit oui, nous reviendrons, eh bien, c'est magnifique. Alors, il y a encore un aspect, et peut-être je terminerai là pour cette première question, c'est que j'ai voulu décoloniser notre retour. Parce que notre retour, justement, n'est pas une démarche de colon. Nous ne sommes pas revenus, nous ne sommes pas allés sur une terre qui n'était pas la nôtre, nous n'avons pas fait tuer le Burnus, nous n'avons pas pris, je ne sais pas, c'était notre terre sur laquelle nous nous sommes rendus. Et lorsque aujourd'hui on nous traite de colonialistes, bon, ça fait rigoler, parce que finalement, sauf l'Égypte, tous les pays alentours, ce sont des créations, tous les pays alentours d'Israël, ce sont des créations colonialistes. Ce sont des créations qui ont été imposées par les puissances. Et finalement, nous sommes entourés de colons. Les seuls qui peuvent dire « oui, nous revenons sur notre terre, oui, nous parlons la langue qu'on a parlé, qu'on parlait ici les prophètes », et les prophètes qui parlaient un langage d'ailleurs beaucoup plus difficile. C'est l'un des points que je n'ai pas traité, mais il faudra bien qu'un jour quelqu'un puisse expliquer comment il se fait que les prophètes d'Israël aient pu user d'un vocabulaire d'une richesse extraordinaire, alors qu'on n'avait pas tous ces petits appareils aujourd'hui pour essayer de comprendre ce qu'ils voulaient dire. Et le discours des prophètes était un discours qui était entendu par chacun. Nous sommes là, sur notre terre, avec notre langue, et c'est ça. Telle est la réalité. Alors, quelle est la réalité? Pardon? C'est ce que tu me demandais? Oui, c'est ce que je te demandais, mais je rebondis sur ce que tu viens de dire. Cette contestation de l'aspect colonisateur de la présence des Juifs sur la terre. Et cette contestation-là, elle va à l'encontre justement du récit de ce que tu appelles le narratif mis au point par le monde arabe et par les Palestiniens, qui repose tout entier, dis-tu, sur cette notion de colonisation, sur l'idée finalement qui a été popularisée que les Juifs sont arrivés comme des étrangers, comme des colonisateurs, et ont chassé ceux qui habitaient là. Alors je t'invite à revenir sur les faits, peut-être sur les faits tels qu'ils se sont passés, et sur cette distorsion, ce que tu appelles la distorsion, qui est présente dans le narratif palestinien. Oui, alors, je n'ai pas mis le titre. Vous savez, j'ai fait quelques tentatives pour voir comment le livre pouvait être accueilli par un éditeur en France. Le simple fait d'avoir indiqué le sujet
a fait dire à un éditeur d'une grande maison, avec lequel je tiens un rapport permanent, oh là là là, pas question. De toute manière, les Juifs sont tous partis en Israël, on n'a plus de lecteurs. Pour les Juifs, on n'a plus de lecteurs. Et puis, vous n'avez qu'à vous arranger entre vous, Juifs et Palestiniens, vous nous rendez cinglés. Bon, et voilà la réaction. Et les réactions étaient, non, c'est pas un livre à publier. Un autre éditeur qui, lui, était un petit éditeur, mais un homme d'une très, très grande culture, il n'a pas compris les termes narratifs. J'avais mis le mot narratif dans le titre. Non, il ne comprenait pas le narratif. Or, le terme de narratif palestinien, je le dis d'emblée, mais je reviendrai à la conclusion. Le narratif palestinien est aujourd'hui le principal obstacle à la possibilité d'une entente, à la possibilité d'aller vers une solution. Ce narratif est un double narratif. C'est un narratif qui est religieux et c'est un narratif qui est politique. Au point de vue religieux, il est très ambigu. Parce que d'une part, le Coran annonce le retour des Juifs, des Bani Israël, sur leur terre. Et que nous avons dans le Coran une sorte de perspective messianique qui est très sensible, très proche de la nôtre. Alors, je n'entre pas maintenant dans les distinctions que je connais mal d'ailleurs entre chiites et sunnites, etc. Mais en tout cas, pour les chiites, la notion messianique est très présente. En tout cas, le Coran ne nie pas, et encore une fois, tout au contraire, annonce les temps où Israël, sur sa terre, eh bien, accueillera les autres. Accueillera les autres. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, dans le Coran, vous avez des phrases qui sont très hostiles à Israël. Alors, nous avons ici un phénomène, mais ça je ne l'ai pas dit dans le livre, je le dis ici, parce que les livres, si vous voulez bien, vous le lirez. Donc, je peux rajouter l'une ou l'autre chose. Mais nous avons ici un phénomène. Le Coran reproche aux Juifs de ne pas observer les mitzvot. Et la fameuse phrase tous fils de singes et puis je ne sais pas ce que nous sommes encore, ce n'était pas adressé dans le Coran à la collectivité juive, mais c'était adressé aux Juifs qui ne respectaient pas le Shabbat, aux Juifs qui ne respectaient pas ce qu'était la Torah. Et là, il y a un certain joint avec le christianisme et Paul. Parce qu'aujourd'hui, on dit, attention, ce que Paul reproche aux Juifs, il ne s'adresse pas tellement aux Juifs, il s'adresse aux nouveaux chrétiens qui se comportent très mal, à une époque où la distinction entre Juifs et chrétiens était quelque chose de relativement vague. Donc, il y a de la part du Coran une critique du juif qui n'observe pas la Torah. Maintenant, vous avez l'aspect politique. L'aspect politique, on a quelques peines à rester sérieux et puis à se dire, mais lorsque je tiens ces propos-là, est-ce que je ne me rends pas ridicule? Dire, par exemple, il n'y a pas de rapport, et c'est ce qu'Abbas dit clairement, il n'y a pas de rapport entre le judaïsme et la terre d'Israël. Il n'y a pas de rapport. Ou bien
dire nous sommes les Cananéens. D'abord, nous sommes des vrais Palestiniens. Nous sommes des vrais Palestiniens, c'est pour ça que nous nous appelons Palestiniens. Bon, on sait très bien que le terme de Palestine est un terme qui a été donné par l'occupant romain, l'occupant. Encore une fois, on revient déjà au colonialisme. Le terme de Palestinien a été donné par l'occupant romain qui déjà ne voulait plus du nom d'Israël. Il voulait effacer le nom d'Israël. Alors, le pays est devenu la Palestine. De la même manière que Jérusalem, on ne voulait plus entendre parler de Jérusalem, on a donné un autre nom. Donc, lorsque aujourd'hui les Palestiniens disent « mais nous sommes les véritables descendants parce que les Philistins, nous sommes des Philistins », il n'y a aucun rapport entre les Philistins de l'époque biblique et les Palestiniens aujourd'hui. Les Palestiniens aujourd'hui qui se réclament en grande majorité de l'islam. L'islam a apparu, alors ne vous inquiétez pas, je fais toujours des erreurs, je dis ça a apparu au 7e siècle, je pense qu'on me tromper, mais j'aurais très bien pu me tromper. Donc, et avant le 7e siècle, il n'y a pas eu d'islam. Mais vous avez la tradition musulmane et qui va dire, la tradition musulmane qui va dire, non, Adam était déjà dans une mosquée à Jérusalem. Alors cette tradition, finalement, elle ressemble beaucoup à notre Midrash. Exactement. Le Midrash chez nous, nous n'avons jamais considéré que ce que le Midrash, je parle du Midrash Agada, pas le Midrash sur la Halakha, mais le Midrash Agada, nous n'avons jamais considéré que ce que le Midrash disait, eh bien, c'était une vérité. Non. Le Midrash dit un certain nombre de choses qui, par le rapprochement entre deux personnages, entre deux terres, entre deux temps, montre qu'il y a une coïncidence. Pierrot et Betty étaient là hier à un cours de Bible que je donne. J'ai parlé du Midrash qui dit que Hiram, qui était le roi de Phénicie, de cette région-là, et qui était avec Salomon, qui était un complice de Salomon, complice entre guillemets, n'est-ce pas, ici d'ailleurs pas de bonnes choses. C'est le même personnage que Hira qui était avec notre patriarche Yehuda. Or, le Midrash sait très bien que c'est totalement impossible. Des siècles séparent les deux personnages. Et ce n'est pas parce que l'un s'appelle Hira et que l'autre s'appelle Hiram et qu'ils sont les mêmes et que le même final aurait été ajouté. Non, pas du tout. Ils veulent dire que les uns et les autres, à cette époque-là, avaient un personnage qui n'était pas hébreu, quelqu'un qui n'était pas israélite. Ils étaient liés les uns les autres, ils pesaient peut-être les 100 coups les uns et les autres ensemble. Voilà, c'était ça les rapprochements entre Hira et Hiram. Mais jamais ils n'ont dit que c'est les mêmes personnages. Or, nous faisons la différence. Enfin, quand je dis nous, vous avez des fondamentalistes chez nous qui ne font pas de différence. Il ne faut pas se faire d'illusions. Mais du côté musulman et du côté arabe, c'est l'inverse qui se produit. C'est la majorité qui croit que le Midrash coranique, les hadiths, etc., c'est une vérité. Et alors, à partir de ce moment-là, nous sommes totalement fichus. Et nous apparaissons effectivement comme une implantation étrangère. Eux sont les Palestiniens, descendants des Philistins. Les Cananéens qui étaient là avant, Abbas dit, nous sommes des Cananéens. Notre culture est une culture cananéenne. Il déclare ça devant un auditoire académique à l'Académie Adenauer à Berlin et personne ne proteste. Les gens ne savent pas. Alors, vous avez une situation qui fait que nous apparaissons comme des étrangers. Nous sommes des étrangers, là, pourquoi doivent-ils se dire compte de nous?
Pourquoi finalement doit-il négocier avec nous? Mais nous n'avons rien à faire ici. Nous n'avons rien à faire. Alors, je ne vous donne pas les autres, l'embranchement du narratif palestinien, mais il suffit de voir comment l'UNESCO, elle, lorsque, avec l'ensemble des déclarations concernant Jérusalem, par exemple, comment l'UNESCO a parfaitement accepté le narratif palestinien. Et nous avons ce problème qui est un problème fondamental. Pourquoi est-ce que nous devons arriver à une solution avec Israël, puisque Israël finira par disparaître, puisque Israël n'a rien à voir sur cette terre, et que les Israéliens, ce sont exactement comme les croisés, ils sont comme les croisés étaient là, et bien les croisés ont disparu, et Israël disparaîtra aussi, et par conséquent, voilà, nous sommes là, et nous continuons, et puis voilà. Alors on va négocier avec n'importe qui, mais on ne va pas négocier avec Israël. Et comment est-ce qu'on peut alors sortir de cette situation-là? Tu disais quand même que c'était une majorité, mais il y a quand même, j'imagine, des gens qui sont un peu plus raisonnables et qui arrivent à mettre les choses un petit peu plus en perspective du côté des Palestiniens. D'abord, je ne sais pas. Je ne sais pas, moi je ne parle pas arabe. Hein, je ne lis pas les journaux arabes. Mais je pense avoir une bonne connaissance malgré tout de ce qui se passe là-bas avec ce que nous avons la possibilité de connaître. Mais je ne connais pas la sincérité des personnages. Je n'imagine pas qu'Abbas croit à ce qu'il dit. Mais nous n'imaginons pas non plus, nous, que nos dirigeants politiques croient à ce qu'ils disent, très souvent. Mais vous avez la masse qui croit, d'autant plus que l'ignorance est quelque chose qui est recommandé. Les gens qui lisent le Coran, beaucoup de ceux qui lisent le Coran savent à peine lire et ne savent pas ce qu'il signifie. Et par conséquent, on va écouter les imams, on va écouter les chefs religieux. Les chefs religieux eux-mêmes sont très souvent des fondamentalistes. Et ils n'oseront pas, de la même manière que chez nous, ils n'oseront pas quitter une certaine voie royale dans laquelle ils se sentent bien et par laquelle ils tiennent leur trou. Alors, le politique vient s'ajouter à cela. Il n'y a pas de volonté de paix politique chez les dirigeants palestiniens de façon générale. Il ne faut pas oublier non plus qu'à l'époque où il y avait des dirigeants qui tenaient un discours différent, beaucoup d'entre eux se sont fait assassiner. Aujourd'hui, vous avez très peu de gens qui tiennent un discours différent. Chez les dirigeants israéliens, qu'est-ce qu'on peut dire de la volonté de paix des dirigeants israéliens? Parce qu'on lit beaucoup de choses, on entend beaucoup de choses. Alors, en Israël, on sait très bien que la situation... Vous avez un débat politique. Vous n'avez pas de débat politique sinon il y a une certaine politique du côté de Gaza, une certaine politique du côté de Ramallah, mais il n'y a pas de débat politique. Chez nous, c'est un débat politique. Et bon, finalement la majorité l'emportera. Je pense qu'il y a une volonté de paix, mais au fur et à mesure que la situation se prolonge et que dans la société telle qui nous entoure et dans le monde, nous voyons très bien, et qu'il y a une propension vers la droite, eh bien à ce moment-là, la situation devient de ce point de vue-là plus difficile. Nous avons le problème
nous avons le problème de la Judée-Samarie. Il est certain que les gens qui se sont installés là-bas ne vont pas avec gaieté de cœur dire nous trouverons une solution à n'importe quel prix. De la même manière que quelqu'un à Tel Aviv ne veut pas dire nous trouverons une solution à n'importe quel prix. Mais une solution peut être trouvée. Et pour reprendre maintenant le point essentiel. Le point essentiel de nos jours, c'est le plan Trump. Alors, je sais très bien tout ce qu'on peut dire sur Trump. Et je ne serais pas très rassuré si j'étais dans les escaliers, marcher, même pas, si je devais rencontrer M. Trump, je ne serais pas très rassuré. Bon. Alors, on va mettre ça de côté. Mais pour le moment, il y a un plan. Il y a un plan sur lequel des gens raisonnables ont travaillé pendant très longtemps. Et ce plan Trump dit, eh bien, voilà quelle est la solution. Mais en vérité, nous n'avons pas une connaissance approfondie de ce plan. Parce que du côté Trump non plus, il n'y a pas une connaissance approfondie. Et c'est un plan qui, au lieu de dire voilà les contours, disent voilà les solutions. Mais tout le monde sait qu'à partir du moment où on regarde ces solutions, ils ne sont que des contours. Et tout le monde le sait, ici et aux États-Unis. Il suffirait aujourd'hui, parce qu'on parle du problème de l'annexion ou pas annexion, je ne veux pas entrer dans le vocabulaire. Les questions de vocabulaire, s'il est justifié, s'il n'est pas justifié, et c'est pas on peut en parler, mais ce n'est pas à l'instant ma préoccupation. Mais je dis la chose suivante. Si M. Abbas voulait véritablement qu'on cesse de parler d'annexion dans l'immédiat et que rien ne puisse être fait pour avancer dans cette voie, eh bien, il lui suffirait de dire « Oui, j'accepte le plan Trump ». Ça ne veut pas dire qu'il accepte le plan Trump. Ça veut dire qu'on peut avancer dans cette direction pour trouver une solution. De la même manière qu'en Israël, on n'accepte pas le plan Trump. Et ceux qui s'entêtent à renier, bon, je ne rentrerai pas longtemps dans le débat en Israël, mais il suffirait que Abbas dise oui, on va négocier là. Vous avez tout qui est gelé pendant des années. D'ailleurs, le plan Trump prévoit que pendant 4 ans, pendant 4 années, Israël ne peut pas construire un tel et tel endroit, etc., etc., et qu'on attend de voir comment les choses se passent. Alors, nous ne savons pas non plus ce qui va se passer en novembre, ce qui va se passer en novembre aux États-Unis. Est-ce que Trump sera réélu ou pas réélu? Mais encore une fois, si aujourd'hui les Palestiniens disent d'accord, nous acceptons le plan Trump, tout est arrêté. Tout est arrêté et puis une porte est ouverte. Les portes sont ouvertes. Mais ça, ils ne le diront pas parce que vous avez le narratif. Et alors, on détournera le narratif en disant oui, nous sommes prêts à négocier avec l'Europe, nous sommes prêts à négocier avec la Russie, mais nous ne négocions pas avec Israël. Il y a une question, Jaco, que je te transmets de Roger Wolf. Je lis, Jaco, comment personnellement tu acceptes le discours de Netanyahou sur la confiscation de la Judée-Samarie? Sur la confiscation de la Judée-Samarie. Le problème de la Judée-Samarie est un problème compliqué. Il est compliqué d'abord d'un point de vue juridique. Il y a actuellement au moins 2 études qui ont paru, et c'est pour ça que j'ai dit au début, je ne veux pas entrer dans le débat juridique. Même au point de vue du droit international, la situation de la Judée-Samarie est ambiguë. Je dis même,
je dis même au niveau du droit international. Parce que finalement, lorsque Israël a fait la conquête de la Judée-Samarie, si j'ose dire, cela a été fait à la suite d'une agression. À la suite d'une agression de la Légion arabe, donc de la Jordanie, et qui avait annexé la Judée-Samarie et qui s'est servi de la Judée-Samarie comme tremplin pour attaquer Israël. Israël s'est défendu, a pris la Judée-Samarie, et il a pris la Judée-Samarie à une puissance, à un propriétaire qui n'était pas de véritable propriétaire. Deuxièmement, donc, je ne veux pas tellement insister sur le côté juridique, je dis simplement la situation juridique n'est pas claire. Hein? Elle est pour le moins discutable. Le deuxième aspect des choses, c'est qu'il faut que nous en revenions à notre histoire. Lorsque nous parlions, j'ai chez moi une petite filla qui date, je crois, des années 1920 ou quelque chose comme ça. C'est une petite villa, la couverture est en bois d'olivier, c'est très joli. Lorsque, en 1920, les Juifs disaient « Bonnet Yerushalayim » et puis nous retournerons en Eretz Israël et l'an prochain à Jérusalem et comment pourrions tout oublier, etc., etc., ils ne pensaient pas à Tel Aviv, ils ne connaissaient pas Tel Aviv. Tel Aviv était à peine construit. Ils pensaient à quoi? Ils pensaient à Hebron. Et sur ma petite fille-là, c'est le mot Hebron qui figure. La Judée-Samarie, Yehuda, n'est-ce pas? Lorsque aujourd'hui j'entends que les Juifs sont des colons en Judée. Bon, au point de vue vocabulaire, on sait très bien que ça ne colle pas, mais ça ne colle pas non plus au point de vue de l'histoire. Alors, nous sommes en présence d'un refus arabe, j'en ai donné les détails dans le livre, d'un refus arabe qui est constant depuis toujours. Il y a eu la guerre de 67. La guerre de 67, Israël tout à coup s'est retrouvé avec la Judée-Samarie. S'il n'y avait pas eu le narratif palestinien, à ce moment-là, les Palestiniens, les Arabes et le monde entier auraient dit « Ouh là là, nous sommes en présence d'un véritable danger. Il faut immédiatement que nous négocions. » Parce que sinon, cette nostalgie juive pour Hebron, pour Beth-El, pour tous ces coins qui ont fait notre histoire, eh bien, cette nostalgie va s'ouvrir et que les Juifs retourneront sur cette terre. Sur cette terre, ils retourneront également dans les endroits où, en 1929, les communautés juives qui existaient dans les kibbutzim, et puis ce qui s'est passé, en 1929, c'est le massacre de Hebron. Et puis ensuite, en 1947, avant même qu'Israël existe, c'était les kibbutzim qui étaient installés en Judée-Samarie, qui ont été violés avec toute une suite d'assassinats qui ont eu lieu à cette époque-là, eh bien, il y a un sentiment de vengeance, et puis il faut immédiatement négocier, il faut immédiatement qu'on arrive à une solution. Et Israël a proposé cette solution. Et face à cette proposition, nous avons eu quoi? Nous avons eu les 3 non de Khartoum. Je ne sais pas si vous vous souvenez, non à la reconnaissance, non à la négociation, non, je ne sais pas quoi encore, parce que le nom était constant. Bon, ça n'a pas empêché ensuite Sadat, lui, pour des raisons politiques, de ne pas respecter ces 3 noms. Mais quand il a voulu, à ce moment-là, demander à la Syrie, elle aussi, de négocier pour récupérer le Golan, etc., à ce moment-là, il y a eu un niet absolu. Et cette nostalgie juive
qui existait s'est trouvé aux côtés d'un souci économique, d'un souci d'installation écologique également. Les Juifs ont dit, mais pourquoi est-ce que finalement nous ne retournons pas sur ces terres qui ont toujours été nos terres? Roger, j'ai répondu? Oui, 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 pardon. Je dormais, tu viens de me réveiller. Non, non, je suivais ça très bien, de près. Et tu as répondu. Le problème, je pense, que tout le monde se pose, en tout cas ici, en France, c'est cette provocation, c'est l'impression qu'on a de la part de Netanyahou pour faire un fait accompli. Voilà. Et c'est un sentiment vraiment enfin, que moi je ressens comme quelque chose de très désagréable de se retrouver dans cette situation où il n'y a pas, tu disais, si j'ai bien compris, que les Palestiniens n'acceptant pas le plan de Trump, a priori, euh, ça aurait été de leur part une manière stratégique de pouvoir discuter. Mais je crois, c'est comme ça que je le ressens, que Netanyahou ne tient pas du tout à discuter et que c'est un fait accompli. C'est Mais c'est un fait accompli. annexion. Il faut pas se faire d'illusions. Vous avez dans certaines parties de Yehuda Shomron, vous avez une installation juive qui fait que c'est accompli. Mais lorsque le plan Trump dit sur 70% de cette terre, ce sera un État palestinien, bon, il y a 30% qui manquent en Judée-Samarie, mais il y a des compensations qui étaient prévues ailleurs. Hein, et ne croyez pas que là, la position de Netanyahou est facile par rapport aux extrémistes de Judée-Samarie. Parce qu'eux disent, nous ne voulons pas du tout d'État palestinien. Nous ne voulons pas d'État palestinien parce qu'encore une fois, il n'y a aucune raison qu'ils aient un État. Ils nous ont tellement, etc., etc. Et puis, bon, là, c'est un autre chapitre d'histoire. C'est un autre chapitre d'histoire. Je ne l'ai pas traité. Mais moi, je voudrais revenir sur un aspect qui, généralement, n'est pas traité. Nous avons en Israël 20% des citoyens israéliens qui sont arabes. C'est très important, 20%. Ces citoyens arabes, si on revient à 1948, 49, 50 au début, ces citoyens arabes, bon, ils étaient là, ils ont eu la citoyenneté, ils ne l'ont pas demandé, elle était imposée, ils n'en voulaient pas, mais ils l'avaient. Ils sont citoyens israéliens, vous me direz, ah oui, mais ils ont un tas d'avantages. C'est vrai, ils ont un tas d'avantages, il n'y a pas de problème s'il faut aller à l'hôpital. Il y a les Bitour Leumi, la sécurité sociale qui les prend en charge. Vous avez les allocations familiales. La loi est exactement la même pour tous, qu'on soit juif ou qu'on soit arabe. Ceci concernant les Arabes d'Israël. Bon, encore une fois, ils sont 20%. Ce qui est nouveau, c'est que 10%, donc la moitié de ces citoyens arabes, disent « nous voulons nous intégrer à la société israélienne ». Et nous voyons bien que ces Arabes sont présents. Quand aujourd'hui, vous avez des protestations qui peuvent être justifiées sur la loi de la nation, ou bien des protestations reléguées à voix très très forte par les députés arabes et par l'ensemble du monde arabe contre, encore une fois, je n'entre pas sur le débat annexion, pas si le terme est justifié, mais où
on proteste contre cette annexion. On va dire le monde entier va se soulever contre cette annexion qui est annoncée par Netanyahou, qui confisque, etc., etc. Mais les Arabes israéliens ne protestent pas. Vous ne voyez pas les Arabes israéliens qui descendent dans la rue en disant « Nous ne voulons pas que vous confisquiez les terres qui sont terres palestiniennes. » Ce n'est pas parce que nous sommes aussi palestiniens, mais parce qu'ils disent qu'ils sont aussi palestiniens. Ils sont à la fois palestiniens et ils sont israéliens, mais ils se rendent compte parfaitement qu'on peut vivre en Israël en étant palestinien, en étant israélien en même temps. Et ce n'est pas parce qu'il y a le fameux bulletin de vote. Le fameux bulletin de vote est totalement accessoire. Finalement, les Palestiniens d'aujourd'hui n'ont pas voté pour M. Abbas. La majorité palestinienne a voté pour une majorité du Hamas. Mais il y a déjà 16 ans, je crois. Encore une fois, je peux me tromper sur les chiffres. Mais il y a très très longtemps, il n'y a pas eu d'élection. Ça ne dérange aucun Palestinien, apparemment, qu'il n'y ait pas d'élection. Ce que les Israéliens disent, je ne sais pas si c'est le terme d'autonomie qui doit être utilisé ou pas d'autonomie qui doit être utilisé. Mais alors là, je parle de la voix des gens de Judée-Samarie. Les gens de Judée-Samarie disent, mais les Palestiniens, ils sont. Alors, je sais bien que ça fait bondir parce qu'ils sont là naturellement, ces Palestiniens, mais ils sont les bienvenus. Et ils auront droit à tel et tel. Ils peuvent vivre ici en paix. Nous ne sommes pas des occupants. Nous sommes ceux à qui la terre appartient. Ils ont raison, ils ont tort. Voilà le langage qu'ils tiennent. Et les Palestiniens, eh bien, ils seront chez nous, se sentiront à l'aise. Ah, mais je ne peux pas voter en étant palestinien. Non, tu ne peux pas voter en étant palestinien parce que dans l'état actuel, tu as un discours qui dit que tu veux détruire Israël. On ne va pas te donner un bulletin de vote alors que tu dis, toi, Abbas et les autres, nous voulons détruire Israël. Mais venez en Israël, soyez là, formons une communauté entière. Alors, la communauté, c'est difficile. C'est difficile. Ce que je dis dans le livre, parce que j'ai l'impression que le Zoom va bientôt zoomer, oui, c'est ça? Nous allons en avoir combien de temps nous avons encore? On peut dépasser l'heure. Tu peux continuer. Ce que je dis, nous avons une terre qui s'appelle, redonnons-lui, qu'on appelle Eretz Israël, ou qui s'appelle Palestine, qu'importe. Hein? Cet ensemble de terres. Hein? Bon. Eh bien, et qu'il y ait ici deux entités. Une entité qui est une entité israélienne, le canton, et une autre entité qui est une entité arabe-palestinienne. Mais ne déchirons pas cette terre. Gardons la terre telle qu'elle est. Et essayons de former deux sociétés, deux groupes qui finalement s'entrecroisent. Nous avons tellement de points communs avec les Arabes. Et nous avons tellement, je dis même au point de vue religieux, nous avons tant de comportements qui sont des comportements complémentaires. Il y a parfaitement possibilité d'arriver. Enfin, j'espère qu'il y a une possibilité d'arriver sans que l'identité dans le sens de papier d'identité, je suis de telle nationalité et toi d'une autre nationalité, et sans que ces éléments soient des éléments déterminants. L'élément déterminant étant de créer sur cette terre une société ou deux sociétés qui s'entendent, qui se croisent, et qui peuvent vivre côte à côte. Et comme on le montre d'ailleurs, comme cela est montré d'ailleurs en Israël. Je te rappelle plus tard. Jaco, je rebondis là encore une fois sur ce que tu viens de dire. Ce qu'on reproche essentiellement
par exemple, ce que reproche implicitement dans la question de Roger Wolf, ce qui est reproché implicitement à Netanyahou et à Israël, c'est d'empêcher la solution à deux États. Parce que cette solution à deux États, c'est le nec plus ultra dans le discours européen, dans le discours occidental. C'est la seule solution envisageable. Ce que toi tu décris, c'est au fond un refus ou une impossibilité de la solution à deux États. Mais ce que tu décris, ça m'étonne un peu, c'est un genre d'État fédératif, un pays dans lequel il y aurait une fédération de deux sociétés, mais aussi de deux entités. Le canton comme en Suisse. Les cantons comme en Suisse. Mais alors, est-ce que ça ne va pas à l'encontre, par exemple, de la loi de l'État-nation? La loi de l'État-nation est une loi qui fait front au narratif palestinien. C'est exactement cela. Mais à partir du moment où, justement, les portes s'ouvrent et que on souhaite aller vers une solution, à ce moment-là, que ce soit un système à la Suisse ou je ne connais pas suffisamment les différents systèmes qui existent dans le monde, je sais qu'il existe plusieurs systèmes où vous avez des communautés qui vivent dans sur un même territoire et qui ne doivent pas nécessairement se bouffer le nez les uns les autres. De la même manière d'ailleurs que vous avez dans un même territoire des sociétés qui se bouffent les uns et les autres. Il y a ici, à mon sens, une possibilité de solution. Je ne dis pas que le Palestinien est étranger, non, il est né ici. Il est né ici, il est sur cette terre, il se réclame de cette terre et il déclare qu'il aime cette terre. Alors à partir du moment où nous partageons l'amour de cette terre, où nous avons deux sociétés qui, par-dessus le marché, si j'ose dire, sont monothéistes, et qui, théoriquement, croient dans un même idéal divin. Alors que l'islam plonge dans le judaïsme, si tu veux dire, il n'y a pas entre l'islam et le judaïsme un antagonisme fondamental. Et que la foi, beaucoup d'Israéliens commencent à parler arabe, et les Arabes commencent à parler hébreu, et que l'on commence à se connaître, à mieux se connaître les uns les autres. Donc, je crois que les portes ne sont pas automatiquement fermées, mais on ne peut pas accepter, je ne dis pas qu'on ne peut pas accepter, je dis l'idée d'accepter un État palestinien simplement parce qu'on veut se débarrasser. Parce que c'est ça le langage. Le langage, je ne dis pas de la gauche radicale. La gauche radicale, la laisse de côté maintenant. Mais la gauche normale en Israël. La gauche normale en Israël dit nous voulons deux États parce que nous voulons nous débarrasser des Palestiniens. Parce que nous ne voulons plus rien avoir à faire avec eux. Et qu'ils se débrouillent entre eux. Premièrement, on sait très bien que ce n'est pas possible. Lorsque Sharon a évacué le Gush Katif à Gaza, le langage était, ben, vous croyez vraiment qu'ils vont... ils seront chez eux. Ils seront chez eux, voilà, ils se débrouillent entre eux, nous n'avons plus rien à voir avec eux. Et c'est faux. Nous voyons très bien que nous avons affaire avec eux. Et pire encore, pire que cela a été avant. Pire que cela a été avant, non, pas entièrement. Il n'y a plus, Dieu merci, de victimes juives qui tombent à Gaza. Ou très peu, les bombardements, etc. On ne sait pas comment ça va continuer. Mais à l'époque, il y avait des attentats constants. Bon, cela a disparu. Mais autrement, la situation à Gaza, ce n'est pas parce qu'on a dit débrouillez-vous, nous nous séparons de vous et que nous avons résolu un problème. Le problème est là.
Et il est pire que jamais. Alors, qui voudrait intervenir, poser des questions? Vous levez la main si vous voulez bien et vous activez votre micro, mais une personne à la fois, s'il vous plaît. Oui, Pierrot? Oui, je voulais. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Bon, je voulais simplement, pour répondre aux deux questions posées par le docteur Wolf, et avec beaucoup moins de science que Jaco, je voulais simplement dire qu'à partir du moment où il y a refus de négociation de part et d'autre, j'insiste sur de part et d'autre, bah, il n'y a pas de solution, si ce n'est la solution qui existe à l'heure actuelle. Voilà, c'est comme ça que je ressens la situation actuelle. Qu'est-ce qu'on peut faire des 20% d'Arabes qui sont là? On ne va pas les mettre dans des wagons et les mettre n'importe où. Il faut. Ce sont des citoyens comme Ce d'autres. sont des Non, citoyens. mais je parle des autres. Ce qu'il a dit. Les autres sont là aussi. Voilà. Il n'y a pas de la part d'Israël, je m'excuse, il n'y a pas de la part d'Israël un refus de négocier. Non, ici, encore une fois, il suffirait que M. Abbas dise voilà, je fais comme ça date. Je fais comme ça date. Oui. Hein? Je viens à Jérusalem. Il n'a même pas besoin de dire je viens à Jérusalem. Il dit nous nous retrouvons à tel et tel endroit. Et nous allons négocier, nous, Palestiniens, avec vous, Israéliens. Il n'y aura pas de refus de la part d'Israël. Israël, d'un certain point de vue, l'Israël de Netanyahou, sera embêté. Ah oui. Mais à ce moment-là, vous avez l'ensemble des pressions internationales qui jouent. Mais c'est cela qui manque. Et vous écoutez donc ce que disent les Palestiniens. Ils disent oui, les Européens, nous voulons aller avec vous, nous négocions avec vous la solution dans cette partie du monde. Mais non. Les Européens, nous avons très bien vu ce que ça donne. UNESCO, où ils ont tout gobé. Vous avez en France, je ne sais pas combien de millions d'Arabes. Combien de millions de musulmans? Oui. Hein? 6 millions. Bon, vous avez les élections. Vous avez les narratifs qui jouent là aussi, pas avec la même force. Mais les narratifs politiques jouent. Il faut tenir compte de cet électorat. Ce ne sont pas. Le négociateur n'est pas un négociateur qui est neutre. Autre question? Qui est-ce qui veut intervenir? Oui? Alors, je voulais simplement demander à Jaco s'il est persuadé que Bibi Netanyahou acceptera des négociations. S'il accepte des négociations, tout est possible. Il ne peut pas les franche. refuser. Il ne peut pas refuser. Parce que le discours israélien a toujours été nous sommes prêts à négocier à n'importe quel moment. Je ne dis pas que les négociations seront faciles, mais je dis que ces négociations auront lieu le jour où les Arabes diront nous négocions avec vous. Non. Alors, Et finalement, le rapprochement avec il y a quand même un rapprochement avec, et ça, il faut rendre hommage à Netanyahou pour cela. Il a quand même réussi avec les États du Golfe. Bon, les États du Golfe sont pas sympathiques, mais est-ce que les autres pays arabes sont sympathiques? Trouvez-moi un pays qui soit sympathique. Il n'y en a pas. Bon, alors il a, parce que, bon, il y en a peut-être un ou deux ou trois qui sont pas insupportables, mais la plupart des pays sont insupportables, les pays arabes. Et encore une fois, l'une des questions que nous posons ici, un État palestinien, mais un État palestinien
qui va être pareil à qui? Est-ce qu'il va ressembler à une démocratie israélienne ou à une démocratie tout court? Ou bien est-ce qu'il va être pareil à l'un des 57 États qui réunissent les pays musulmans? Alors, dans quelle mesure est-ce que moi, ou toi, Wolf, tu es obligé de te bagarrer pour une solution, et qui est une solution où on va arriver à un pays qui, en français, on appelle ça un pays 2, et vous pouvez compléter. Et c'est exactement le terme, je crois, qu'a utilisé Gans hier, qui a dit, bon, ben, finalement, moi, je ne m'oppose pas ou les pour ce que, guillemets, annexion, hein, encore dans quelle mesure on verra bien, mais que aussi longtemps que les Arabes, que les Palestiniens ont cette attitude, qui est une attitude de refus constant. Au fond, Jaco, ce que tu soulignes aussi dans ton livre, c'est qu'il y a une distinction, une dichotomie tout à fait parfaite, entre guillemets, entre d'une part l'attitude des responsables politiques qui s'auto-enferment dans un narratif, je reprends ton terme, dans un narratif totalement coupé des réalités, et la société civile qui, dans les faits, au niveau économique, au niveau médical, dans les hôpitaux, dans la vie de tous les jours, arrive à établir des relations. Je me souviens en particulier quand j'avais invité dans le cadre de l'amitié judéo-chrétienne à Strasbourg des responsables de l'amitié, de l'association Un cœur pour la paix. Et il y avait là un médecin de Sharet Tzedek, deux médecins, un médecin juif et un médecin musulman de Sharet Tzedek, qui sont venus parler de leur travail, qui était de soigner des enfants palestiniens et de les opérer à cœur ouvert. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est du réel, du tangible. Et à ce niveau-là, ça marche, ça fonctionne. Mais voilà. Ça marche. Nous avons aujourd'hui un enfant syrien qui est dans un très mauvais état et qui est soigné en Israël. Je ne parle pas des autres. Je ne parle pas des autres parce qu'il y en a constamment. Mais vous avez aussi un enfant palestinien qui est mort à Gaza parce que du côté de Gaza, on l'a empêché de venir en Israël. Oui, est-ce que c'est à Gaza ou est-ce que c'est peut-être pas à Gaza, c'est peut-être non, mais en ce qui concerne... Je ne sais plus. J'ai juste lu le titre, je n'ai pas lu. Mais tout ça, ça fait quand même d'une certaine manière ressortir le fait que tous les échanges qui se déroulent au niveau des individus sont des échanges fructueux. C'est au niveau des institutions que le blocage devient incontournable. De toute façon, d'un point de vue médical, toutes les frontières s'ouvrent, que ce soit en Syrie au nord ou que ce soit vers Gaza. Gaza est constamment, on laisse toutes les familles, quand du côté arabe, ils les laissent passer. Pardon, je parle d'Israël, hein. Je suis en Israël. Du côté de Gaza, les familles, on voit bien ça dans les hôpitaux. Regardez par exemple Kfar Saba, à l'hôpital Meir. Quand vous rentrez dans cet hôpital, vous n'avez affaire qu'à des infirmiers et infirmières arabes, qu'à des médecins arabes. Je viens d'avoir une nièce qui a accouché et dans toutes les chambres, vous avez des femmes arabes qui viennent accoucher. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème. Et on entend très peu parler, mais dans le Nord, les militaires font rentrer les familles qui ont des enfants malades, etc. Donc il y a une participation. D'autre part, dans le pays même, par exemple, moi j'habite Nestiona, qui est en plein centre, on est à 24 km de Tel Aviv. Les pharmaciens sont pratiquement tous des hommes arabes ou des femmes arabes, parce qu'on a facilité l'accès aux études de pharmaciens, ils ont des coefficients qui sont moins importants pour les Arabes, et ainsi ils ont du travail. Donc, depuis quelques années, ça doit faire 5-6 ans, quand vous allez dans un canyon, que ce soit à Kfar Saba ou maintenant à Herzliya, depuis la semaine dernière j'étais à Herzliya, toutes les caissières, tous les vendeurs sont des femmes arabes et elles sont voilées, ça ne pose aucun problème en Israël.
Donc, il y a quand même une intégration, ils veulent travailler. Alors, tout à l'heure, vous parliez d'Abbas, je n'ai pas osé vous interrompre, mais Abbas, cette situation lui convient très bien. L'argent arrive à flot, cet argent n'arrive pas au peuple, il est gardé de la même façon à l'État. D'autre part, quand vous parliez, enfin j'aborde un petit peu tous les problèmes, Monsieur Grunewald, que vous avez évoqués, quand vous parliez de la Judée-Samarie, la Judée-Samarie est une terre qui a été conquise, vous avez eu raison de dire, après une guerre, et il n'est pas question que ça se reproduise de la même façon que le Gush Katif. Si vous vous rappelez les images, moi à l'époque, je n'étais pas encore en Israël, j'étais en vacances, c'était des pleurs devant la télévision parce qu'on voyait tous ces gens qui étaient sortis de leur maison. C'est vrai qu'ils ne voulaient pas en sortir, mais bon, ils ont été quand même tirés, sortis et jetés dans une région près d'Ashdod, etc., par là-bas, où encore vous avez des caravanes. Tout n'a pas été résolu pour ces gens-là. Ils arrivent à l'âge de 50 et 60 ans et tout n'a pas été résolu. Voilà, donc c'est vraiment un pays avec plein de problèmes, c'est très difficile d'en parler. Vous parliez de la gauche, elle est inexistante déjà en Israël, elle ne constitue pas, il n'y a pas une force qui constitue un contre-pouvoir. Moi, je pense que l'alliance maintenant de Gantz avec Bibi Netanyahou va peut-être apporter justement une possibilité de solution. On va voir, il faut être dans l'attente. Parce que les Arabes israéliens ne veulent en aucun cas faire partie d'un autre État arabe. Ils ont tellement d'avantages, ils sont considérés comme des citoyens. Donc pour eux, il est hors de question, hein, vous aviez raison d'en parler. Merci beaucoup pour ce témoignage, merci beaucoup. On va peut-être quand même s'acheminer vers la fin. Encore une question, une intervention, une question? Qui est-ce qui veut… Oui, Betty? Oui, je voudrais juste dire que peut-être, comme cette dame vient d'en parler, et nous vivons aussi en Israël, l'association Gantz Bibi Netanyahou peut être une solution aux problèmes énormes que nous avons. Voilà. C'est l'optimisme. Je suis optimiste, j'ai toujours été. C'est pour ça que j'ai présenté finalement à la fin du livre. J'ai dit deux choses à la fin du livre. Oui, c'est ce que j'allais te demander de dire. La paix se fera dans une chambre d'hôpital. Dans une chambre d'hôpital où les malades sont arabes ou israéliens, musulmans ou juifs, et où les médecins et les infirmières sont juifs ou musulmans, les uns s'occupant des autres. Mais je dis également autre chose. Je dis que, alors c'est un rêve, on n'y est pas encore, et ça fait des années que je plaide pour une chambre d'hôpital. Hein, ça, vous ne le voyez pas, mais dans les différents billets que j'écrivais, j'ai toujours parlé de cette chambre d'hôpital de la fin, où finalement, à cause de la douleur des uns et des autres, ils doivent trouver une solution. Eh bien, on finira par la trouver, cette solution. Mais je parle également d'une autre idée, je dis finalement, un tout petit État juif dans l'immensité arabe. Tu ne veux pas nous lire la dernière page de ton livre, Jaco? Comment? Tu ne veux pas nous lire la dernière page de ton livre? Ah, si tu veux, ce n'était pas prévu. Mais tiens, page 220. J'ai amené les livres, je me suis dit, si vous avez des questions contre, ce n'était pas pour… voilà, en bas de la page 220. Oui. Ceci dit, le rêve de M. Grunewald existe déjà parce que lorsqu'il y a eu des événements graves en Israël, les médecins arabes soignaient les juifs qui arrivaient à l'hôpital. Hein. Ouais. Alors je dis, permettez-moi, cher Ibrahim, parce que j'ai un dialogue. Je n'ai pas un dialogue, je n'ai pas de réponse, mais je parle. Permettez-moi, cher Ibrahim, de vous parler une fois de plus de… Il ne faut jamais désespérer l'impensable. J'ai dit, le terme impensable, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. C'est très intéressant. C'était l'un des… comment s'appelait-il
Sari Nusseibeh. Sari Nusseibeh. Voilà, Nusseibeh, n'est-ce pas? Et qui était au début, n'est-ce pas, partisan de l'OLP et qui, lui, justement, négocie avec Israël aujourd'hui, qui a voulu négocier avec Israël, etc. Bon, quand il était à l'OLP, et à ce moment-là, on m'a parlé de deux États, juifs et arabes, et moi, je considérais que c'était quelque chose de totalement impensable. Eh bien, c'était un autre, totalement impensable, parce qu'il était impensable à cette époque-là qu'il puisse y avoir un État juif. Et puis, aujourd'hui, on voit bien que l'impensable a pris le dessus. Alors, il y a tout un tas d'impensables. Il ne faut jamais désespérer l'impensable. Alors, je ne sais pas quels seront les accords entre Israéliens et Palestiniens, ni quand ils prendront forme. Mais il me plaît à penser qu'ils seront conclus en des lieux où la symbiose judéo-arabe a déjà abouti. Là où l'on a appris à connaître la passion de la vie et le prix de la souffrance. Dans une salle d'hôpital en Israël, regardez, Ibrahim, mais si, regardez bien, les délégués qui avancent là, derrière la femme rousse qui fait de grands gestes. Certains sont nu-tête ou coiffés du kippa, d'autres d'un kéfier. Les femmes portent un chemisier, d'autres un chador. Il y a aussi deux délégués du FPPO, Front populaire pour la paix, qui, malgré l'étouffante chaleur dehors, sont en complet veston. Tous et toutes ont des fleurs à la main. Ils pénètrent dans une salle, puis dans une autre, où juifs et arabes, alités côte à côte, sont soignés à la fois par des médecins arabes et des médecins juifs, par des infirmiers juifs et des infirmières arabes. Ils embrassent un malade, puis un autre, offrent une rose à chacun. Dans un espace qui donne sur un jardin, des estropiés fixent sur leurs moignons ces tiges qui les font ressembler à un héron rebou. Des gueules cassées, couchées sur le dos, sont attelées à des mécaniques qui font jouer leurs jambes mortes ou plier un bras décharné. Voyez les visiteurs et Ibrahim qui n'osent pas s'approcher. Voyez-les qui se détournent pour retenir leurs larmes. Bonne guérison, lance la femme à la crinière de feu. Elle sourit à un éclopé qui la salue de sa béquille. Ça va déjà mieux, n'est-ce pas, mon beau? Puis, se tournant vers tous, la voix assurée, découpant les syllabes de chaque mot, elle assène avec autorité, plus jamais. On est là pour ça. Alors, dans le couloir, sur le mur couleur crème, les délégués s'arrêtent, cherchent leur chemin. Un tableau fléché affiche service de l'étage, chirurgie A, chirurgie B, dans la direction opposée. Alors là, vous voyez ce que je voulais dire, à surdité et démence, la peinture à peine séchée indique Front populaire pour la paix au Proche-Orient, FPPO, salle des séances. J'arrête là, Janine? Oui, c'est bien. C'était ce que je voulais que tu lises. Voilà. Alors, avant de nous Alors, quitter, je vous remercie tous. mais Jaco, pour commander ton livre, on peut l'avoir sur Amazon, c'est bien ça? Il faut le commander à Il faut le Amazon. commander sur Amazon. On Donc, ouvre Amazon, avis aux amateurs. on va sur Amazon FR, tous les livres, et à ce moment-là, on tape soit le titre Israël sur sa terre, soit mon nom, et Jaco de Deval, CQ. Et les livres apparaissent, vous pouvez lire les premières pages d'ailleurs, gratuitement. Alors, il y a des livres papier, et puis il y a des livres également en Numérique. numérique. Voilà, j'ai été très content de me retrouver un peu à Strasbourg, malgré la présence de Pierrot et de Betty. Mais excusez si je dis ça. Puisque nous Merci sommes à Jérusalem. beaucoup. Merci Jaco, merci Janie. Au revoir Jaco, j'étais contente de te voir. Merci Jaco pour Merci. Voilà. cette Au revoir. Moi, je suis de Thionville. Merci de votre présence à tous et bonne Merci. lecture. Bonne À semaine. Bonne semaine. Merci Au beaucoup. revoir. Merci. Au revoir tout le monde. Au revoir. Faites tous au revoir avec les mains, quittez.